France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bien le bonjour à vous, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF, le grand forum jusqu'à 18h, et on va revenir largement sur ce pass sanitaire qui a été validé hier par le Conseil constitutionnel. Nous serons avec Maître Fabrice Divisio dans quelques instants, qui a beaucoup de choses à dire sur cette gestion de cette crise sanitaire, sur cette validation en grande partie, on va le dire, qui a été d'ailleurs publiée au journal officiel ce matin et qui rentrera en action à partir du 9 août. Lundi prochain, quelque chose vont changer pour aller au restaurant, pour aller au bar, pour aller où d'ailleurs, prendre le TGV. Par contre, pas de problème pour prendre le RERD ou le RERB, hein, ça, le métro, pas de problème. Pas de passe sanitaire, tout va bien. Bon, en tout cas, et cette vaccination aussi pour les enfants de plus de 12 ans, à compter du 30 septembre, le président de la République, rappelons-le, avait dit il y a 3 jours qu'il n'y aurait pas ce passe sanitaire à la rentrée. Sauf qu'il est très malin, notre président. Effectivement, à la rentrée, il n'y aura pas de passe sanitaire début septembre, mais à partir du 30 septembre, oui, voilà. Donc voilà un petit peu. On en parlera en tout cas avec Maître Fabrice Divisio dans quelques minutes, et avec Philippe Brouillaki aussi qui sera avec nous. Pour l'heure, retour sur un drame que nous avions médiatisé il y a pile un an. Ça se passait du côté de Ivry. C'est Karim qui a été assassiné devant chez lui, sous les yeux de son père. Nous sommes avec sa sœur Soraya. Bonjour Soraya. Bonjour Christophe. C'était effectivement dans la nuit du 6 au 7 août 2020 que le drame est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte ? En fait, mon frère il s'est fait assassiner sous les yeux de quasiment toute sa famille, dont mon père qui était présent en bas de notre immeuble, par un homme qui ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il l'a jamais vu de sa vie, et nous aussi. Il était en état d'ébriété et a commencé à faire un peu de bruit dans la résidence qui est calme, je précise. Mon père s'est mis à la fenêtre lui disant d'arrêter de faire du bruit gentiment. Il s'est mis à l'insulter et entre-temps, mon frère est arrivé et il est venu une première fois, il n'a pas vu mon frère. La deuxième fois, quand il est venu avec une arme blanche, et la troisième fois avec une arme à feu. Il a tiré sur mon frère à 2 reprises et il s'est tourné vers mon père pour lui tirer dessus à lui aussi. Sauf que mon père, heureusement qu'il y avait la voiture à ma sœur qui a pu sauver, entre guillemets, mon papa, parce que sinon on aurait eu 2 drames dans ma famille. Et tout ça, évidemment, s'est passé sous le regard de toute la famille. Le papa était, comme vous l'avez expliqué, à proximité de son fils. Donc on peut le dire, il est mort dans ses bras, quoi. C'est ça, exactement. Il a vu son fils se faire abattre sous ses yeux et lui a manqué de très peu à la mort aussi. Ouais. Et depuis, donc l'individu en question a été placé en mandat de dépôt, mais Tout toujours pas jugé. Toujours pas jugé. On attend le jugement. Qui devrait normalement ne pas tarder, mais on attend. Oui. Alors, d'un autre côté, vous avez fait des démarches, vous, pour demander à ce que vos parents et la famille puissent déménager, puisque je suppose que ça va être extrêmement compliqué d'habiter toujours au même endroit. Et finalement, c'est la scène que l'on revit au quotidien pour votre famille, pour vos parents. Exactement. J'ai fait des démarches auprès des élus de la mairie d'Ivry-sur-Seine. J'ai fait des démarches auprès des villes avoisinantes, c'est-à-dire Villejuif et Vitry-sur-Seine. Parce que j'étais totalement démunie. En fait, je savais pas vers qui me tourner. Les élus d'Ivry ont fait en sorte d'essayer de trouver des solutions qui n'ont pas abouti malheureusement, mais je trouve ça aberrant qu'11 mois après, on soit toujours au même endroit et surtout face à la famille de l'assassin qui habite à proximité. C'est-à-dire que mes parents ouvrent leurs fenêtres et ils sont face à la famille de l'assassin. Alors imaginez-vous que mon père, en ouvrant la fenêtre le matin, se retrouve face à l'endroit où son fils est tombé sous ses yeux. Ouais, chaque jour depuis 11 mois. On en avait évidemment parlé dès que le drame est arrivé avec vous, Soraya, et d'ailleurs ça avait suscité beaucoup d'émotions auprès de nos auditeurs qui vous avaient témoigné leur affection, on s'en rappelle évidemment. Donc un an après... Je les remercie pour ça, je les remercie infiniment pour ça. Ouais. Alors un an après évidemment pour qu'on n'oublie pas évidemment ce qui s'est passé. Et vous me disiez tout à l'heure que depuis le drame de votre frère, il y a eu 4 assassinats dans cette même ville. Exactement, en l'espace de même pas un an, il y a eu, bon, en paix à son âme, juste l'été d'avant, l'été 2019,
Ensuite, il y a eu Karim, paix à son âme, en 2020. Il y a eu Marjorie, paix à son âme, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était il y a 6-7 mois, qui a suscité beaucoup d'émotions d'ailleurs. Il y a plus des milliers de personnes qui sont venues et j'étais là, présente pour la famille, en soutien pour la famille, parce qu'on vit le même drame dans la même ville et c'est le même combat. Et il y a eu Alicia, paix à son âme, il y a très peu de temps. On l'a enterrée cette semaine d'ailleurs, qui a 20 ans et qui est morte, assassinée elle aussi. Donc je trouve que ça fait beaucoup. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour que plus jamais ce genre de drame arrive et que ces familles ne soient pas dans le deuil, ne soient plus dans le deuil. C'est trop ce qui arrive. Et encore, je vous ai pas tout dit parce qu'il y a des personnes que malheureusement je n'ai pas en tête, mais il y a eu beaucoup de drames en l'espace de même pas un an sur Ivry-sur-Seine. Comment on explique ça d'ailleurs, Soraya, le fait qu'il y ait une telle violence qui soit là, dans cette même ville, quoi? Je ne saurais même pas vous dire, mais déjà, le fait que les individus puissent s'armer comme ça facilement, je trouve ça aberrant. C'est devenu Chicago, enfin, je comprends pas. Ivry, c'était pas comme ça, ça fait 37 ans, qu'on habite à Ivry, on n'a jamais eu aucun problème avant ce drame, qui nous a touchés en plein cœur et ma famille est détruite depuis. On rappelle que Karim était papa d'une petite fille. Exactement, de 9 ans aujourd'hui, oui. Qui a perdu son papa et qui aujourd'hui essaye plus ou moins de vivre sans la présence de son papa qui était très cher à ses yeux. Et je vous imagine même pas, son père, c'était... pour lui, sa fille, c'était toute sa vie. Et d'ailleurs, c'était un père de famille vraiment aimant et un ami et un frère vraiment très, très respectueux et toujours au service de l'autre. Il s'apprêtait à partir en vacances avec sa fille, d'ailleurs. Exactement. Il n'a rien demandé. Il partait en vacances, il venait dîner à la maison et le lendemain, il partait en vacances. Quelques heures après, il était déjà parti en vacances avec sa fille. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Ouais. Bon courage, en tout cas, à la famille Soraya. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez organiser un événement quelque chose pour que, évidemment, on n'oublie pas ce qui s'est passé et qu'on... Plus jamais ça, quoi. Exactement. Je suis... aujourd'hui, j'ai distribué des tracts à la mairie d'Ivry-sur-Seine pour dire stop à la violence, justice pour Karim et surtout pour les autres aussi. Et plus jamais ça, en fait. Plus jamais ça. Parce que c'est très grave d'en arriver à là et les familles. Il y a beaucoup trop de familles endeuillées. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et je leur souhaite bon courage aux autres familles qui sont endeuillées parce qu'ils vivent la même tristesse et le même deuil que je vis aujourd'hui, ma famille et moi. On imagine. En tout cas, évidemment, on vous renouvelle toutes nos condoléances et évidemment beaucoup de courage pour la famille et pour que le combat continue et que vous puissiez obtenir ce fameux appartement pour que votre famille puisse faire leur deuil. C'est la justice pour mon frère Karim, paix à son âme. Je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle pour que la justice soit faite pour mon frère, soit rendue en tout cas. Merci Soraya, bon courage. Merci beaucoup, merci Christophe, merci de m'avoir écouté. Voilà, il était important de revenir. Vous savez qu'on aime bien ici à France Maghreb 2, lorsqu'on ouvre un dossier, qu'on relate une actualité, eh bien de faire le point quand évidemment l'actualité l'exige. Et là, c'était donc il y a un an tout pile. C'était dans la nuit du 6 au 7 août. Karim, âgé de 42 ans à peine, est décédé donc gratuitement assassiné sous les yeux de son père, sous les yeux de sa famille qui regardait ce qui se passait par la fenêtre. Voilà, important de le rappeler. Bien entendu, on prendra aussi des nouvelles régulièrement de la famille et de quelconque événement, bien entendu, qui se dérouleront autour de ce drame. Dans un instant, le pass sanitaire, autre sujet de discussion avec des manifestations prévues demain partout en France, à l'appel de beaucoup d'organisations. Et sans nul doute qu'il y aura encore pas mal de monde dans les rues, sachant quand même qu'on est au mois d'août et que la plupart des gens sont en vacances. Le pass sanitaire qui a été validé donc hier par le Conseil constitutionnel, par les sages du Conseil constitutionnel, et qui entrera en action dès lundi 9 août, notamment dans quelques endroits où il sera désormais nécessaire de présenter le fameux pass sanitaire, ce qui veut dire un certificat de vaccination ou un test PCR négatif, bien sûr, pour pouvoir, par exemple, aller au restaurant ou boire un café en terrasse. Ça paraît quand même hallucinant. Et dire qu'il y a quelques mois, l'exécutif nous disait « jamais ça n'arrivera ». Et pourtant, on y est. A tout de suite. Bienvenue sur France Maghreb 2 dans le grand forum. Dans un instant, notre invité Fabrice Divisio, maître Fabrice Divisio, pour évidemment parler de la crise sanitaire et parler de cette validation du pass sanitaire par le Conseil constitutionnel qui a été d'ailleurs promulgué aujourd'hui au journal officiel,
qui entrera en action à partir de ce lundi 9 août. Quelques petites choses vont changer pour nous et pour ceux qui sont pas vaccinés, pas encore en tout cas. Eh bien, on en reparle dans un instant avec Maître Divisio qui sera avec nous sur France Maghreb 2 pour le Grand Forum. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous au cœur de l'actualité tous les jours de 16h à 18h pour commenter avec vous et ensemble l'actualité évidemment de ce vendredi au lendemain de cette décision du Conseil constitutionnel. Le pass sanitaire qui a été en effet validé hier par le Conseil constitutionnel. Il était donc naturellement normal que l'on invite Maître Fabrice Divisio qui est avec nous. Maître, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour, merci de votre invitation. Alors Maître, je sais qu'on vous a beaucoup entendu sur la gestion de la crise sanitaire depuis le début. Vous avez donné votre point de vue dans les différents médias. Votre première réaction d'abord au lendemain de cette validation pour sa globalité du pass sanitaire hier par le Conseil constitutionnel. Ma première réaction, ce serait de dire tant mieux. Tant mieux. Je pense que c'est une très bonne décision, qu'il fallait une décision de la sorte. Il fallait une décision qui nous montre puissamment que nous n'avons plus de contre-pouvoir et que la justice constitutionnelle est devenue une chambre d'enrôlement du gouvernement, au même titre que l'opposition parlementaire, qui s'est complètement fichue de ce texte et que nos libertés ne valent plus rien. C'est très important, vous savez, dans une démocratie, à un moment, d'avoir ce choc de la conscience qui fait que, du coup, on découvre que, au fond, ceux qui étaient censés nous protéger ne jouent plus leur rôle et sont juste des chambres d'enregistrement d'un pouvoir qui est complètement parti en roue libre, qui ne sait plus du tout où il va, ou en tout cas, si, il sait très bien où il va, et effectivement, qui n'a aucune idée parce qu'il s'en fout des conséquences que ça représente pour la vie des Français. Et donc, tout ça, si vous voulez, moi, je trouve que c'est très bon. Parce qu'à un moment, les Français auront le choix. On est à la croisée des chemins. Où on change le système, où on accepte le système, et il y a ceux qui subiront le système, et ceux qui partiront. Moi, je ferai partie de ceux qui partiront. Je vais me battre jusqu'au bout, mais il n'est pas question que je laisse les juridictions, si vous voulez, qui sont chargées de veiller sur mes libertés, être des chambres d'enregistrement permanentes du gouvernement, et à ce titre, instituer officiellement une discrimination à raison de l'état de santé, demain à raison de la religion, après-demain à raison de la race, à raison du sexe. Stop. Là, ça va trop loin. Donc, soit tout le monde se calme et le peuple reprend le pouvoir qu'il n'a jamais que délégué à ses gouvernants, et alors, effectivement, tout ça se terminera bien, ou le peuple n'est pas décidé à reprendre le pouvoir qui est le sien et continue à laisser des gens complètement dingues gérer leurs droits et libertés, et alors ce sera sans droit. Est-ce que la France est toujours un état de droit, Maître Fabrice Divisio, aujourd'hui ? C'est un état... Alors, oui, c'est un état de droit. Des droits, ils existent. De droits, au pluriel, oui, ils existent, ces droits. Vous avez le droit de manifester, vous avez le droit de saisir la justice. D'ailleurs, on n'arrête pas de le dire. Emmanuel Macron le dit, mais enfin, comment ça, nous ne sommes pas en dictature? Mais alors, est-ce que c'est un état de droit ou d'apparent ou de droits apparents? C'est la même chose. Est-ce que c'est un état de droit réel ou un état de droits apparents? Quand effectivement on voit que le Conseil d'État élargit la notion de circonstances exceptionnelles qui avait été dégagée pendant les guerres mondiales, c'est-à-dire à un moment où on venait mettre en péril la continuité de l'État, parce que c'était ça la circonstance exceptionnelle, il élargit à la crise sanitaire. Quand on voit que le Conseil constitutionnel, on a fait des contributions de la société civile, moi, des confrères, des syndicats, des associations, aucune n'a été prise en compte. Vous vous demandez juste, effectivement, est-ce qu'on est encore dans la réalité du droit ou dans l'apparence du droit? Parce que la France a ce privilège de passer son temps à donner des leçons au monde entier sur les droits de l'homme. Ah, la France, le pays des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on aime dire ça? Oui, on aime dire que c'est un pays des droits de l'homme pour mieux, effectivement, les violer dès qu'on peut, c'est tout. Et le tout dans une espèce d'indifférence généralisée. Mais c'est normal, c'est l'histoire de France qui veut ça. Oui. Alors, on a vu un président s'exprimer beaucoup depuis le début de la semaine, notamment sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Est-ce que ça a été une forme de pression qu'il a mis justement sur ce fameux Conseil constitutionnel? Puisque apparemment il a fait une nouvelle vidéo ce matin. Je pense que maintenant on va plus l'entendre parler. Vous savez que
que vous savez que les membres du Conseil constitutionnel ont une rémunération qui est illégale. Alors, expliquez-nous, parce que ça m'intéresse. Alors, je vous explique. Il y a quelques années, je ne sais plus combien de temps, les membres du Conseil constitutionnel avaient un abattement fiscal à raison de leur fonction. Sauf que cet abattement fiscal a été remis en question quand Florence Parly était arrivée comme ministre, je crois que c'était sous Juppé, et elle avait alors écrit aux membres du Conseil constitutionnel pour dire qu'il faut remettre en cause cet avantage, mais que cependant, on allait augmenter leur rémunération pour tenir compte effectivement de cette perte sèche les pauvres. Bien. Et elle l'a fait comment? Au travers d'un courrier adressé au président du Conseil constitutionnel, de mémoire. En tout cas, ça n'a jamais été officialisé. Et donc, la rémunération des membres du Conseil constitutionnel est aujourd'hui basée sur un courrier de Florence Parly qui n'est absolument pas régulier. C'est-à-dire que demain, celui qui voudrait s'en prendre au Conseil constitutionnel n'aurait qu'une chose à faire, c'est venir effectivement ne pas entériner ou en tout cas rompre le statu quo et dire non, écoutez, ça n'a pas été voté par la loi ou que sais-je, je vais vous demander rétroactivement de me rembourser les indemnités. Est-ce que j'y dois y voir un lien? Est-ce que je dois y voir un lien avec le président qui s'est exprimé cette semaine et qui, comme vous le dites, est quand même venu, effectivement, ni plus ni moins, mettre une pression sur le Conseil constitutionnel en leur disant « Écoutez les copains, je vous ai à l'œil ». Puisqu'on est dans le cynisme, il faut y aller jusqu'au bout. Si vous voulez, cette république de l'entre-soi, où tout le monde tient tout le monde, ça donne ça. Ça vient de donner ça. Alors, Emmanuel Macron est allé sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a un président ne devrait pas dire ça, c'est exactement ça. Emmanuel Macron, il fait du chantage en permanence. Il fait du chantage à tout le monde. Emmanuel Macron, c'est un maître chanteur. Ce n'est pas un président de la République. Il se comporte comme un maître chanteur. La santé des Français, il n'en a strictement rien à foutre, pour faire simple, et la démocratie encore plus. Le roi, c'est lui. Le pouvoir, c'est lui. Le gouvernement, c'est lui. Le conseil scientifique, c'est lui. Le conseil sanitaire, c'est lui. Le HCSP, c'est lui. Le Parlement, c'est lui. Le conseil constitutionnel, c'est lui. La communication, c'est lui. Vous vous souvenez de Sarkozy et de l'hyper-présidentialisme. Nous en avons, mais c'est même plus de l'hyper-présidentialisme. Nous sommes effectivement ici dans une caricature de la présidence. On est en pleine crise sanitaire, on vient restreindre nos libertés. Et encore une fois, moi je suis un grand démocrate. Je vous dis même pas qu'il fallait pas le faire. Je vous dis que ça méritait plus qu'une sommation interpellative un 12 juillet au soir, en plein milieu des vacances des Français, avec une injonction combinatoire de faire ce qu'il dit de faire, peu importe de savoir comment, et le tout en 3 semaines, avec un Parlement dont on dira, effectivement, le Sénat dira qu'on a eu un pistolet sur la tempe, ce qui est à moitié faux d'ailleurs. Et donc, concrètement, la vérité dans cette histoire, c'est que Emmanuel Macron dit et le reste suit. Eh bien, c'est ça qui constitue une tyrannie. C'est exactement la définition de la tyrannie. Alors, toutes les tirades autour, mais non, on n'est pas en tyrannie parce que regardez, on peut saisir la justice. Ok, alors quand on voit comment sont nommés les conseillers d'État, vous savez par exemple que le Conseil d'État a rendu un avis sur le projet de loi. Très bien. Mais qui était le rapporteur de l'avis du projet de loi? La tête de liste de la République En Marche au régional, dans une région. On se fout de la gueule de qui, là, concrètement, si vous voulez? Oui. Donc on arrête, si vous voulez, à un moment donné, de venir concrètement m'expliquer qu'on est encore dans un état de droit. On est dans un état qui a l'apparence du droit, parce que c'est important. Une dictature n'est jamais une tyrannie, ne fonctionne jamais aussi bien quand elle donne l'apparence du droit. Vous pouvez saisir tout ce que vous voulez, qui vous voulez. Mais si à la fin de la fin, vous avez une conception du droit qui est telle que le Conseil constitutionnel l'a décidé hier, l'a décidé en mars 2020 ou que le Conseil d'État la décide, il reste quoi dans l'état de droit? Il en reste l'apparence. Mais dans ce pays, c'est exactement ce qu'on fait. On sauve les apparences. On a une apparence de médecine intègre, une apparence de médecine compétente, on a une apparence de gouvernement qui fonctionne, une apparence d'opposition, une apparence de gestion de crise sanitaire, mais la vérité, c'est que nous sommes dans un chaos le plus total. Et surtout, maître, il faut aussi rappeler que l'exécutif, Emmanuel Macron nous disait il y a quelques mois que ce que nous vivons aujourd'hui n'arriverait pas, qu'il n'y aurait pas de restrictions de liberté de la sorte, comme on va le connaître à partir du 9 août prochain, pour celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Ça, vous voyez, typiquement, à partir du 9 août prochain, eh bien ça, pour l'instant, c'est toujours pas vrai. Parce que tant que les décrets d'application ne sont pas parus, alors peut-être qu'ils paraîtront demain, je ne dis pas le contraire, mais si vous voulez, tout le monde dit en boucle la loi instaure un pass sanitaire, ce n'est pas vrai. La loi instaure un pouvoir pour le Premier ministre d'instaurer un pass sanitaire. Donc tant que je n'ai pas de décret d'application, je n'ai pas de décret d'application. Point, en fait.
Et donc, c'est assez terrible parce que sur le plan de la communication, il y a un chantage permanent qui devient insupportable. Et effectivement, vous avez raison, ça pose un problème majeur, cette histoire, que personne ne semble vraiment percevoir de l'intérieur. Tout le monde en fait un problème sanitaire, mais ce n'est pas un problème sanitaire, c'est un problème de confiance légitime. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux raisonnablement encore avoir confiance dans la parole de celui qui me dirige? Est-ce que la confiance légitime n'est pas la clé de la démocratie et la clé de la relation entre l'administration, entre le gouvernement et la population? S'il n'y a plus de confiance légitime... Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, cette confiance a été rompue. Maître, pardon de vous interrompre, parce que nous a rejoint avec nous Philippe Bouriaki, qui est conseiller régional en Île-de-France, et qui plus est aussi est journaliste et présent aussi dans les différentes manifestations depuis le début d'ailleurs de cette crise sanitaire. Il était encore hier soir devant le Conseil constitutionnel. Philippe, bonjour. Il va nous rejoindre dans un instant. Petit problème de micro peut-être pour notre ami Philippe. Ah, pardon. Voilà. Bonjour Philippe. Donc nous sommes avec Maître Fabrice Divisio en direct. Nous détaillons un petit peu ce qui se passe autour de ce pass sanitaire qui a été, on rappelle, validé hier soir par le Conseil constitutionnel. Philippe, tu étais hier soir donc présent. Il y avait à peu près 1000 personnes à la tombée de cette décision du Conseil constitutionnel? Ouais, peut-être un petit peu plus parce qu'en fin de compte... il y avait deux points. Le premier, un point statique qui était à Palais-Royal, et puis un deuxième, une marche, une manifestation, qui partait de Port-Royal pour rejoindre Palais-Royal. Donc, je pense qu'il y avait pas loin de 2000 personnes, mais je ne peux pas être complètement sûr. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est égrené et dispersé gentiment. Alors Maître Fabrice Divisio, le président de la République a fait une nouvelle vidéo encore ce matin où il termine en disant « Vaccinez-vous, vaccinez-vous ». Sauf que beaucoup de gens disent « Ok, on veut bien se vacciner, mais on a des questions à poser quand même ». Et donc, quand on commence à poser des questions... Non. Comment ça, non? Non, il n'y a pas de question. Le vaccin, c'est bien et c'est tout. Oui. Le vaccin, c'est bien. Le vaccin n'a pas d'effet secondaire. Le vaccin est la solution. Le vaccin, c'est la solution. Je vous rappelle quand même qu'on a dit, monsieur le président de la République avait dit que Israël avait trouvé la baguette magique. Ah, c'est pas vrai? Vous avez des questions, mais vous êtes un sale complotiste, vous avez des questions. Comment ça, les citoyens se posent des questions? Mais ça, c'est en démocratie qu'on se pose des questions. Au pays d'Emmanuel Macron, on ne se pose pas de questions, on obéit. Et qui plus est, si le président va sur le forum des jeunes qui est TikTok pour effectivement leur enjoindre de se vacciner, on obéit, on ne se questionne pas. Non mais, et puis quoi encore? Vous ne voudriez pas non plus que les médecins aient une obligation d'information loyale, claire et appropriée? Vous ne voudriez pas non plus qu'on se pose des questions sur pourquoi le Conseil scientifique anglais a dit que la vaccination de masse pouvait créer une échappée immunitaire, reprenant en cela les propos de M. Delfrécy dans le Lancet au mois de février? Vous ne voudriez pas non plus qu'on vienne effectivement remettre en question la balance bénéfice-risque de vaccination pour les ados de la 3e dose qui est déconseillée par l'OMS? Non, vous ne voudriez quand même pas ça. Rassurez-moi, au pays effectivement d'Emmanuel Macron, on obéit. C'est comme ça. La parole présidentielle est la parole du père c'est le père du peuple. Il est là pour vous protéger et je ne comprends même pas nous ne voulions pas nous laisser protéger. C'est quand même fou quand on y pense. Emmanuel Macron, qui n'a jamais menti dans cette crise, qui s'est montré effectivement d'un dévouement extraordinaire, d'une honnêteté sans pareille, qui depuis le début a une parole constante, une parole publique absolument constante, ce gouvernement qui jamais ne s'est renié, qui jamais effectivement n'a laissé les populations en désarroi, même pas les soignants, vous voudriez aujourd'hui mettre en question la parole d'Emmanuel Macron? Non mais franchement, ça devrait être skip l'émission, ça. Alors maître, vous êtes extraordinaire maître. Y a juste un petit problème quand même, c'est que si je ne dis pas de bêtises, vous allez être là pour me contredire, il y a eu une décision européenne qui a rendu illégal le fait de rendre la vaccination obligatoire. Est-ce qu'on peut considérer, puisque la France quand même est soumise un peu à l'Europe, est-ce qu'on peut considérer qu'aux yeux de l'Europe, la France est dans l'illégalité? Non, c'est plus compliqué que ça, parce que l'Europe, c'est effectivement une espèce de tentacule avec plein de monde qui sert à rien et qui coûte cher. Et là, typiquement, vous avez un élément type du truc qui sert à rien et qui coûte cher. En fait, l'Europe est ainsi faite que vous avez différents degrés, si vous voulez, de hiérarchie des normes.
et différents degrés d'opposabilité des normes. Ici, vous parlez d'une résolution du Parlement européen qui effectivement ne vaut, du Conseil de l'Europe, pardon, résolution du Conseil de l'Europe qui ne vaut en fait que pour ce qu'elle vaut, c'est-à-dire un avis dont tout le monde se fout, pour faire simple. Un avis sourcé, documenté, mais qui n'est pas opposable juridiquement. Les actes de l'Union européenne, en fait, les actes opposables, il n'y en a pas 50. Il y a les directives, il y a les règlements. Les actes, finalement, c'est les actes de la Commission européenne, c'est les actes du Parlement lorsqu'effectivement ils sont ratifiés, mais les avis du Conseil de l'Europe n'ont finalement qu'une visée orientative en tant que telle. Ils ont une visée qui n'a une vision plus politique que juridique. Donc on ne pourrait pas, si vous voulez, se fonder, c'est intéressant sur le plan du principe, mais sur un plan strictement juridique, en fait, cette résolution, elle n'a pas de valeur opposable. Oui, j'ai bien compris et bien saisi. Alors on va rappeler aux auditeurs, évidemment, s'ils le souhaitent, profiter de votre présence, maître Fabrice Divisio, pour nous appeler au 01 40 33 9000, où que vous soyez d'ailleurs, un petit peu partout en France et sur la planète, 01 40 33 9000, pour poser des questions à maître Fabrice Divisio. Il y a un autre point qu'on va aborder dans un instant juste après la pub et qui risque peut-être de faire un peu basculer la balance de ceux qui étaient un peu sceptiques et qui restaient un petit peu dans leur coin, qui risque peut-être de faire descendre un peu plus de gens dans les rues, peut-être demain ou dans les semaines à venir. C'est la vaccination concernant les plus de 12 ans. Et là, vous savez ce qu'on dit, quand on touche les enfants, ça commence à interpeller, et j'ai même autour de moi des personnes pro-vaccin qui vraiment se questionnent par rapport au fait qu'on puisse rendre obligatoire le pass sanitaire pour les gamins de plus de 12 ans à partir du 30 septembre, puisque le président, rappelons-le, avait dit pas de pass sanitaire dans les écoles et à la fac à la rentrée. Oui, il a raison, à la rentrée, c'est début septembre. Sauf que 30 septembre, on n'est plus à la rentrée. Eh oui, voilà, c'est un petit peu le langage aujourd'hui du politique. On y revient dans un instant avec maître Fabrice Divisio, notre invité, Philippe Bouriaki aussi, qui est avec nous, chroniqueur dans la LGF, journaliste et aussi conseiller régional. S'il vous plaît, à tout de suite. De retour dans le LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en ce vendredi 6 août avec notre invité, maître Fabrice Divisio, qu'on a beaucoup vu à la télé, notamment cette saison chez Cyril Hanouna. C'est devenu votre maison maintenant, maître. Hein. Oui, enfin, c'est surtout devenu une belle amitié avec Cyril Hanouna. On était au téléphone hier encore. Voilà, c'est moi ce qui m'intéresse d'abord, c'est Jean Baudin qui écrit de richesse que d'hommes. Les émissions m'importent peu. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans TPMP, c'est ce lien d'amitié qui s'est créé avec Cyril Hanouna, voilà, qui est un garçon assez généreux, qui m'a beaucoup surpris parce que souvent, on a l'impression que les animateurs de plateau télé ont une espèce de aura personnelle, enfin une espèce d'orgueil personnel. Moi, j'ai découvert un personnage attachant, gentil, attentif aux autres, vraiment. J'ai été assez vraiment surpris de cette richesse humaine qui le caractérise. Pour le coup, je m'en fous, je veux dire, je dis ça, mais en fait, voilà, je lui dois rien. Du coup, il y a une amitié qui est née, qui est plutôt finalement sympa. Ouais, ce qui n'est pas le cas avec Gilles Verdez, par exemple. Non, ce qui n'est pas le cas avec Gilles Verdez. Mais très curieux, Gilles Verdez, parce que finalement, je me suis demandé s'il faisait un show ou pas, et j'ai découvert que non, en fait. Ah oui, il est vraiment comme ça. Oui. Alors maître, on va revenir évidemment sur notre sujet du jour, ce fameux pass sanitaire. Moi j'ai une question à vous poser. Quelle est la différence entre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire? Est-ce que finalement le pass sanitaire n'est pas une sorte de vaccination obligatoire déguisée? Ah bah, c'est le défenseur des droits qui dit ça. C'est le défenseur des droits qui dit qu'en fait il ne faut pas se cacher derrière son doigt, que ça revient ni plus ni moins à une obligation vaccinale de fait. Puisque finalement, et d'ailleurs le gouvernement l'assume parfaitement, rappelez-vous qu'il y a déjà un premier problème, c'est que normalement, les mesures qui sont prises au titre du pass sanitaire ne sont là que pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Elles ne sont absolument pas là pour encourager la vaccination. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement est parfaitement loisible, sous les réserves qui sont prévues par la loi, mais bon, peu importe. S'il veut étendre la vaccination obligatoire, il fait un choix politique, il l'assume, on ne conteste pas, mais il fait un choix politique. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est finalement de pourrir la vie des gens, il l'assume complètement, au risque effectivement que ces derniers, je pense notamment aux malades en chimio, etc., soient privés d'un accès aux soins.
dans le but de se faire vacciner, avec cette idée de se dire, si vous ne voulez pas être emmerdé, faites-vous vacciner. Vous ne voulez pas être vacciné, et ben prenez le risque qui va avec. Point. Alors on va accueillir une auditrice qui nous appelle, cher maître, cher Philippe. Elle s'appelle Nadia, elle nous appelle de Saint-Étienne. Bonjour Nadia. Salam alaikum à tous, bonjour maître Division, quel honneur de vous parler. Vous êtes l'excellence, ça va être maître de Maghribi, c'est un bonheur. Ne nous lâchez pas maître, ne nous lâchez pas. Et toi Christophe et M. Mamie, merci pour l'invitation de maître Division. Et gros bisous à mon Philippe. Ah bah c'est gentil ça. Alors voilà maître, moi j'ai une question, il va paraître peut-être un peu complexe, voilà. Vous savez qu'ils ont parlé d'évincer les enfants qui ne seraient pas vaccinés à l'école, d'accord ? Mais maître, l'école est obligatoire en France. D'accord ? C'est plus compliqué que ça. Oui, alors voilà. Alors, oui, est-ce qu'on peut se retourner ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants ? Parce que ça peut paraître bête, mais c'est vrai, tout le monde n'a pas un ordinateur, tout le monde n'est pas apte à donner des cours à la maison. Que va-t-il se passer, maître ? Et puis mon autre question, peut-on rendre un produit à l'essai obligatoire ? Ouais. Merci Nadia pour vos questions. Je vous embrasse tous bien, encore merci et bravo pour Marseille. Merci beaucoup Nadia. Maître Division. Je vais répondre en 2 temps. Allez-y, on vous écoute. Le premier temps, effectivement, votre auditrice pointe du doigt une véritable difficulté qui va se poser, qui est cette société de discriminer. C'est-à-dire que nous sommes dans une discrimination, parce que finalement, on vous dit effectivement qu'on va évincer, ce mot est fort, les enfants des classes lorsqu'il y aura des cas contacts. Les enseignants, les directeurs auront accès à la liste des vaccinés et des non-vaccinés, tandis que les non-vaccinés seraient a priori exclus de sorties scolaires ou d'événements extrascolaires, avec les événements scolaires. Bien. Sauf qu'effectivement, ça pose un problème, c'est le droit à l'éducation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je n'ai pas de droit à la scolarité, j'ai quand même un droit à l'éducation. Et que le droit à l'éducation, c'est pas seulement sur une scolarité derrière un ordinateur, sinon on peut se demander pourquoi est-ce qu'effectivement on a des écoles, mais c'est le droit de parler, le droit de la collectivité, le droit de vivre en collectivité, le droit de participer à l'enrichissement scolaire par les activités extrascolaires, mais tout ça n'a aucun soupçon légal. C'est-à-dire que dans un monde normal, avec une application du droit normal, avec des juridictions normales, et non pas effectivement dans un état complètement parti en roue libre, ce truc-là saute dans les 5 minutes. Parce que imaginez un instant, s'il vous plaît. Imaginons que nous remplacions non-vaccinés par effectivement, j'en sais rien, ce que vous voulez en fait, juifs, musulmans, chrétiens, sidéens, ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr que quand on dit ça, on dit c'est pas pareil. Le fameux c'est pas pareil. Sauf que le c'est pas pareil, c'est tellement pas pareil qu'à la force, ça le devient. La discrimination, c'est la discrimination. Comparaison n'est pas raison sans doute, mais la vérité, c'est que c'est des problèmes de degré, pas des problèmes de nature. Qu'une discrimination dans sa nature même est inacceptable. Après, vous avez des différents degrés de discrimination. Ici, nous sommes une discrimination. Les non-vaccinés, comme on dit, eh bien, effectivement, vont avoir une répercussion immédiate sur leur statut scolaire, avec toujours cette idée, si vous voulez qu'il n'ait pas de répercussion, faites-les vacciner. Donc ça, c'est la première réponse. Donc non, et d'ailleurs ça, je vous assure que Blanquer là, va se manger une série de plaintes dans la gueule, donc il va se souvenir, parce que je suis bien résolu à harceler judiciairement ce gouvernement par centaines de milliers, exactement comme on le fait dans la rue, eh bien c'est un fondement démocratique que de saisir la justice, et il faudra que la justice prenne sa responsabilité devant l'histoire, en se demandant, quand tout ça sera fini, s'il était bien légitime de venir évincer des enfants en les forçant à se vacciner sur une stratégie vaccinale qui n'a aucun bénéfice pour eux, en témoigne notamment ce que disent les Anglais ou ce que dit l'OMS, au passage. Bien. Deuxième élément très intéressant que dit votre auditrice, mais est-ce qu'on peut finalement avoir une vaccination obligatoire de fait ou de droit avec un vaccin expérimental ? Alors évidemment, les bonnes âmes vont vous répondre, ça n'est pas un vaccin expérimental, maître, enfin. C'est peut-être pas un vaccin expérimental, en cela nous sommes d'accord. Simplement, c'est un vaccin qui, pour l'instant, a une autorisation de mise sur le marché provisoire, conditionnelle. Pourquoi conditionnelle ? Eh bien parce que les essais cliniques ne sont pas tout à fait terminés. C'est pour ça que nous sommes en phase 3 de l'essai clinique. Nous l'avons mis sur le marché très vite, comme c'est permis par la loi, par le règlement européen, parce qu'il y avait des gens qui mouraient et qu'on a considéré que la balance bénéfice-risque sur les personnes qui mouraient était effectivement suffisante. Sur les personnes qui mouraient, pas sur le reste. Et donc ça, c'est un premier problème. Mais deuxième problème, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que vous allez effectivement une arnaque, qui est une arnaque absolument majeure. Eh bien, Pfizer vient d'obtenir de la FDA américaine, de l'Agence du médicament américaine, que le caractère provisoire, le caractère d'urgence de l'autorisation de mise sur le marché saute,
et que nous nous asseyons sur 1 an d'essais cliniques pour qu'en septembre, eh bien, la FDA valide de manière définitive le vaccin. Et est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est vachement sûr. Eh bien non, parce que l'argument employé par Pfizer, et j'ai les documents, dit dans un rapport qu'il a adressé à la FDA, les anti-vax, encore eux, eh bien, soutiennent que l'AMM a un caractère provisoire, d'urgence, et qu'à ce titre, le vaccin n'est pas sûr. Eh bien, il suffit de rendre le vaccin définitif, comme ça, les anti-vax n'auront plus d'arguments. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vient de faire là? Ouais. On vient de s'asseoir sur 1 an d'essais cliniques pour effectivement inciter à la vaccination. Tout est fait pour inciter à la vaccination. Alors que normalement, c'est l'inverse. Vous avez besoin d'1 an encore d'essais cliniques, eh bien, on va prendre le temps de l'essai clinique jusqu'au bout, on va prendre le temps de cette phase 3 jusqu'au bout, et effectivement, avoir de la prudence parce que nous sommes en phase 3. Mais mon raisonnement est logique. Mais pour vous asseoir sur la prudence, eh bien, il suffit de faire disparaître l'objet de la prudence, qui est le caractère provisoire. Et donc, quand ce sera définitif, eh bien, effectivement, nous ne pourrons plus dire, mais regardez, il y a quand même un problème, votre truc, il est provisoire. Ben non, ce sera définitif. Ce sera un définitif qui, finalement, ce sera un provisoire rendu définitif. Et je termine sur un point. On joue avec le feu, mais ça, je le dis depuis le début de la vaccination. Je dis qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est servir la soupe et le plateau d'argent à l'industrie pharmaceutique qui rêve depuis 15 ans exactement de ça. Elle trouve depuis 15 ans, 20 ans, que les essais cliniques sont trop longs, que ça va pas assez vite. Il faut favoriser les médicaments innovants. Il faut favoriser l'innovation et il faut favoriser la mise sur le marché de médicaments et de produits innovants plus vite, et bien évidemment dans l'intérêt du patient. Mais tout ça, ça prend trop de temps. Et donc, effectivement, il faut raccourcir les essais cliniques. Bingo, elle y est arrivée. Ouais. Alors, j'en parlais il y a quelques minutes avant la pub, cher maître. Les auditeurs donc peuvent nous appeler comme Nadia au 01 40 33 9000. Je suppose aussi que notre ami Philippe a plein de questions à poser. Une question importante parce que pour les enfants de plus de 12 ans, on se rappelle, le président de la République, début de semaine, nous dit il n'y aura pas de passe sanitaire de la maternelle à la fac. Ok, donc tout le monde est rassuré, tout va bien. Sauf qu'a priori, à partir du 30 septembre, le pass sanitaire sera obligatoire pour les enfants de plus de 12 ans. Maître, qu'est-ce qui va se passer là, concrètement? Pas pour l'école. A priori, pour l'instant, en effet, si on regarde effectivement les textes, il n'est pas obligatoire pour l'école, il est obligatoire pour les activités de loisirs, etc., tout ce que vous voulez. Mais il n'est pas obligatoire pour l'école, pour l'instant. Mais tout est pour l'instant. Parce que finalement, la parole législative, la parole publique, qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui? Elle ne vaut rien. On l'a bien vu, il y a 1 mois, il n'en était pas question, la main sur le cœur. Donc, finalement, dans 1 mois, s'ils ont envie de le mettre à l'école pour les gamins, ils le mettront, point. Et je vais vous dire comment ils feront. Ils feront comme là. Ils vont continuer de vous dire non jusqu'au mardi. Et un mercredi matin, vous aurez une allocution, mercredi soir, vous aurez une allocution du président de la République qui vous dira à partir du 1er octobre, le pass sanitaire sera mis dans les écoles. Et point à la ligne. Ça s'appelle le fait accompli. Ce gouvernement, effectivement, utilise des éléments de torture psychologique en ce que, finalement, il viole le jeu démocratique qui s'inscrit dans le temps du travail législatif, le temps du travail parlementaire, le temps du travail de l'Assemblée, quelle qu'elle soit, régionale, ce que vous voulez, c'est quelque chose qui prend le temps de la discussion, le temps de l'amendement, le temps de la pédagogie, le temps du droit, et ensuite, effectivement, le temps de l'application, et le temps de la compréhension. Ce gouvernement s'assied sur les 3. Parce que ce qu'il veut, c'est pas qu'on soit compris, c'est être obéi, et que ça aille le plus vite possible pour ne pas être contesté. De facto, aujourd'hui, moi, ça fait 3 semaines que je bosse à temps plein sur leur connerie. Je ne fais que ça. Alors j'ai du bol, parce que j'ai un cabinet qui tourne, parce qu'on est 10, parce que ce que vous voulez. Mais c'est d'une complexité effroyable de travailler aussi vite. Si j'avais eu 2 mois de plus, leur passe sanitaire, je leur faisais bouffer, pour faire simple. C'est-à-dire, simplement, il sait très bien qu'avec un temps aussi bref, nos moyens d'action juridiques sont forcément limités. Et c'est bien le but. Et tandis que le but, c'est d'obtenir ce qu'on a fait, une contrainte, que les gens aillent faire ce qu'on veut sous la contrainte. Qui peut se réjouir de ce qu'on se soit fait vacciner sous la contrainte? Qui peut s'en réjouir? Qui peut se réjouir de ce que les rendez-vous aient explosé après que le président de la République ait mis tout le monde en demeure avec un pistolet sur la tempe, et tout le monde s'en réjouit? Mais on est tous devenus fous. Pardonnez-moi, mais si c'est ça la démocratie, on a tous un problème de définition, là. Ouais. Maître, il y a aussi la question là, qui peut se poser, est-ce que juridiquement parlant, est-ce que ce pass sanitaire est applicable? Il va poser plein de problèmes, ce pass sanitaire. Vous en voulez un exemple? Je vous en donne un. À l'hôpital. Donc on vous dit qu'effectivement, ce pass sanitaire n'est pas applicable
pour les soins non programmés. Pour les soins, oui, c'est ça, les soins non programmés. L'expression, c'est celle-là. Il est donc applicable qu'aux soins programmés. Très bien. Donc, on comprend tous les urgences. Parfait. Maintenant, ma question, j'en ai deux. Où je mets mon vigile? Je le mets à l'entrée des urgences, enfin à l'entrée de l'hôpital, ou à l'entrée, et finalement, du service des consultations, par exemple. Parce que il ne peut pas être au service des urgences. Je vais aux urgences, j'y vais sans passe sanitaire. Mais maintenant, que se passe-t-il si pour accéder aux urgences, j'ai besoin de passer par le hall de l'hôpital, qui lui est soumis à vigile? Je vais dire à mon vigile, je vais aux urgences, mais c'est déclaratif finalement. Je peux lui mentir. Donc je lui mens. Je vais à ma consultation programmée. Arrivé là, je n'ai pas de passe sanitaire. Est-ce que la secrétaire du médecin peut effectivement ou non vérifier mon passe? Si c'est non, alors ok. Si c'est oui, si c'est oui, ça pose un problème. C'est que du coup, elle peut refuser que j'honore ma consultation médicale et me refuser un soin parce qu'effectivement, je n'ai pas de passe sanitaire. Donc, je fais du passe sanitaire une condition d'accès aux soins, quand même. Bon. Maintenant, deuxième élément. Je viens voir le cardiologue en disant, écoutez, monsieur, voilà, madame la secrétaire, bonjour. Je viens, j'ai pas de passe sanitaire, mais j'ai une grande douleur thoracique là. Je suis vraiment pas bien. J'ai vu mon médecin généraliste qui a appelé le cardiologue et qui m'a dit, allez vite le voir, c'est vu avec lui. La secrétaire refuse. Vous n'avez pas de passe sanitaire, monsieur. Vous n'avez pas de rendez-vous, vous n'avez pas de passe sanitaire, machin. Qu'est-ce qui se passe? À l'inverse, je peux accéder au service des consultations par les urgences. Moi, peut-être chez moi, vous pouvez parfaitement passer par les urgences pour aller à la consultation. Qu'est-ce que je fais? Je mets un vigile entre les deux. Donc, je répartis mon hôpital plein de vigiles. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire là? Ce que je veux dire, c'est que l'applicabilité de ce truc, c'est juste l'enfer. De la même façon, regardez, j'ai un autre exemple, toujours l'hôpital. J'ai une dame qui a au sein de l'hôpital une boutique. Elle est gérante de sa boutique. Elle est commerçante. Il s'avère qu'elle n'est pas soumise au pass sanitaire, théoriquement, parce qu'elle n'a pas de salarié, parce que ce que vous voulez, elle n'est pas soumise au pass sanitaire en tant qu'indépendante. Néanmoins, ayant sa boutique au sein de l'hôpital, elle est soumise au pass. Oui, mais sauf que juridiquement, c'est pas un problème. Là, c'est pas pour un problème de soins. Oui, mais finalement, comme c'est à l'intérieur de l'hôpital, elle est quand même soumise au pass. Mais elle n'a aucune envie d'avoir un pass sanitaire, puisque concrètement, elle n'en a pas besoin. Elle va travailler dans son commerce. Bah oui, mais c'est pas prévu. Tout comme d'ailleurs les restaurants qui devront faire eux-mêmes les gendarmes finalement en demandant à leurs clients. Et d'ailleurs, je crois qu'une cinquantaine de restaurateurs de Bretagne ont dit d'ores et déjà qu'ils ne feront pas appliquer ce pass sanitaire dans leurs restaurants, dans les établissements. A priori aussi, les propriétaires, enfin les gérants des restaurants risquent aussi une sanction, maître. Absolument, les gérants risquent des sanctions administratives comme la fermeture effectivement de l'établissement. Ici préciser que par exemple, ils ne pourraient pas faire contrôler les passes sanitaires par leurs salariés. Celui qui peut contrôler, c'est le gérant, c'est pas le salarié, pour une raison très simple. C'est que les missions du salarié, elles sont inscrites à son contrat de travail. Et que donc, si on change les fonctions, et notamment si on a des fonctions aussi sensibles que celle du contrôle de l'identité, eh bien, ça suppose une novation du contrat de travail. Et que le salarié peut refuser. Donc, premier élément. Deuxième élément, les bénévoles, les fameux bénévoles là qui sont depuis un moment recrutés. Ça, c'est du travail dissimulé, ni plus ni moins. Ça, c'est poubelle. Si Jean Chopin a venir recruter effectivement des retraités bénévolement pour assurer le contrôle des passes sanitaires, ça peut faire très très mal parce que c'est du travail dissimulé, c'est un délit pénal. Si vous voulez, on nage en pleine folie. Et encore une fois, entendez-moi bien sur un point. Moi, je suis quelqu'un qui est attaché à la démocratie. Et je n'ai pas la prétention de la vérité. Et donc, à ce titre, si le gouvernement veut instaurer un pass sanitaire, j'ai envie de dire, ça se débat. Ça se débat, comme tout en démocratie. Mais ça se débat dans de bonnes conditions. Ça se débat en prévoyant. Ça se débat effectivement en faisant en sorte que ça soit le plus souple possible dans son application, dans sa compréhension. On ne vient jamais prendre les gens par violence. Ce qui m'a indigné et qui m'a fait sortir de mes gonds, c'est que je pense que les Français ont subi beaucoup de choses depuis un an. C'est toujours de la faute de quelqu'un dans cette affaire. C'est toujours de la faute des autres. Et c'est jamais de la faute du gouvernement. Quand il ment, c'est pas de sa faute. Quand il se trompe, c'est pas de sa faute. Quand il dit tout son contraire, c'est pas de sa faute. Quand il fait usage de violence, c'est pas de sa faute. Je veux dire, mais à un moment donné, gouverner, c'est aussi être responsable. Ici, nous sommes dans l'irresponsabilité la plus totale. Cette sorte de passe sanitaire dans les restaurants, ça va couler des restaurants. Ça va juste les couler. Or,
nous sommes confrontés à un autre problème, et j'en termine, c'est que nous avons une étude de Pasteur qui est très mal foutue, mais c'est un autre problème, qui néanmoins, effectivement, sur laquelle le gouvernement s'appuyait, et qui venait vous dire expressément que là, on ne se contamine pas, là, on ne se contamine pas, là, on ne se contamine pas, ah, là, on se contamine un peu, mais là, on ne se contamine pas. Dès lors, effectivement, pourquoi ne pas, par exemple, appuyer sur ce document de Pasteur pour limiter le pass sanitaire aux endroits à forte contamination? Tandis que le Conseil constitutionnel a l'outrecuidance de nous dire que, en fait, le pass sanitaire est limité aux endroits à forte circulation virale. Il se fout de ma gueule, là, à forte circulation virale sur les terrasses de restaurants, à forte circulation virale dans les transports, à forte circulation virale dans les commerces, mais il se fout vraiment de ma gueule, dans les hôpitaux. Si vous voulez, à un moment donné, tout ça n'a plus aucune rationalité. Nous avons basculé dans une espèce d'hystérie. Le but étant, effectivement, Emmanuel Macron, je l'ai déjà dit, s'est transformé en commercial de chez Pfizer, et il est beaucoup plus crédible lorsqu'il fait le commercial de chez Pfizer quand il est président de la République. C'est un influenceur, on l'a vu cette semaine, il s'est transformé en influenceur, plus qu'un président. Le problème, sauf qu'effectivement, le problème, c'est qu'elle est en train de jouer avec la santé des Français. Mais je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Hier, j'ai eu une expression que je voudrais réutiliser ici, c'est effectivement dire que nous sommes, nous, ce qu'on qualifie, parce que moi, Dieu sait ce que j'ai pris dans la gueule, d'anti-vax, d'anti-pass, de tout ce que vous voulez, que moi, je suis un complotiste, que moi, je suis ceci. C'est quand même moi qui, en février, disais que ça allait flamber, qu'il fallait quand même commencer à distribuer des FFP2 aux Français, mais à l'époque, il était que sur les restaurants. Après, effectivement, j'ai dit que, attention, il allait quand même falloir donner des FFP2 dans les transports pour éviter les contaminations quand même à la chaîne et éviter un nouveau confinement, mais à l'époque, ce n'était pas l'objet. J'ai dit plein de choses comme ça depuis le début. Mais bref, tout ça pour dire qu'en fait, qui nous sommes, nous ? Nous, c'est-à-dire, effectivement, les gens qui interrogeons les choses, qui disent, mais attendez, là, moi, je suis l'homme de la source, je suis l'homme des sources. Et donc, de dire, mais attendez, il y a des problèmes, là. Je suis le Gepetto, en fait. On dit notre minoritaire, on est tout petit. Mais on est tout petits qui sommes la conscience de cette société. Et donc, cette société ne cherche rien de plus qu'à faire taire la conscience. C'est pour ça qu'on ne questionne pas. C'est pour ça que des gens comme Florian Philippot, Jean-Frédéric Poisson, d'autres, France Insoumise, Mathilde Panot, d'autres, effectivement, quand ils questionnent, c'est très embêtant de questionner. Parce que la conscience, elle questionne. Et que donc, demain, si on retient publiquement les questions, le gouvernement ne pourra pas dire eh bien, nous ne savions pas. Vous comprenez ? Il y avait un consensus. Il devra se justifier sur le fait de savoir pourquoi vous n'avez pas écouté la voix de votre conscience. Pourquoi, alors que des études existaient pour la balance bénéfice-risque, pour effectivement la stupidité de ces mesures, pourquoi n'avez-vous pas écouté la voix de votre conscience ? Pour éviter cela, le gouvernement cherche à entraîner tout le monde dans sa folie. Et toute contestation est impossible parce que concrètement, sinon, ça reviendrait à pouvoir le mettre face à ses responsabilités demain. Et pour ne pas se mettre face à ses responsabilités, il essaye d'entraîner tout le monde dans une forme de consensus, en disant, mais regardez, nous ne savions pas. Mais ça, c'est non. Nous, moi, d'autres, continuerons de parler haut et fort, continueront d'être la conscience de cette société, et je me fous royalement de ce que pense Emmanuel Macron des uns et des autres. Il ne me fait pas peur, ne m'intimide pas, et je veux dire, je n'ai pas l'habitude, effectivement, de me laisser intimider par des gamins en mal de reconnaissance. Et aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que oui, la vaccination présente un danger lorsqu'elle est mal faite, mais comme tout, oui, effectivement, il faut faire preuve de prudence parce que c'est une vertu de gouvernement, et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, parce que si nous vaccinons, et Israël est un bon exemple, et que nous nous plantons, nous allons dans le mur, et nous allons probablement, dit le Conseil scientifique anglais, créer des variants qui seront résistants au vaccin. Alors, on fait preuve d'un peu d'humilité et un peu moins de politique politicienne. Philippe Boyacki, question à maître Fabrice Divisio, notre invité aujourd'hui, et les auditeurs évidemment peuvent appeler. D'ailleurs, il y a Nadia qui m'a fait un coucou en me disant attention, j'avais pas fini, j'avais une troisième question. Elle pourra la poser dans un instant. Philippe. La troisième question comme la troisième injection, c'est ça ? C'est ça, exactement. Non, j'ai pas vraiment de questions parce que je pense qu'il a répondu dans les grands traits à des questions qu'on pouvait tous se poser légitimement. En tout cas, il a mis le point sur un truc qui est exact. Ce gouvernement nous a quand même infantilisés depuis le départ, a oublié de nous dire la vérité parce qu'il avait peur de créer un mouvement de panique, que la bourse s'effondre, que la finance se sauve. Enfin, de toute façon, on n'a pas pu aller bien loin puisque c'était le monde entier qui était concerné, donc les choses se seraient neutralisées par eux-mêmes. Mais effectivement, Maître l'a dit tout à l'heure, il te dit un truc non jusqu'au mardi, puis le mercredi soir, il te fait une déclaration applicable au lundi, et tu n'as pas le temps de te retourner. Et on voit bien que c'est à chaque fois, c'est crescendo, progressif. Ils disent un truc, ils voient comment ça prend. Bon, une fois qu'il y a des sondages qui disent qu'il y a un taux d'acceptabilité de plus de 50%, ben on rajoute une autre dose, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
jusqu'à fragmenter et fracasser la société. Moi, j'ai vu très peu de personnes, en tout cas. J'ai vu des personnes passer lors des différentes manifs, leur dire oui, mais si on n'a pas nos libertés, c'est à cause de vous, allez vous vacciner. Et il y en a un que j'avais attrapé en aparté en disant mais vous étiez favorable, vous, au vaccin au début? Pas du tout, mais j'ai pas le choix. Et maintenant, moi, j'ai envie de vivre, j'ai envie de respirer, j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir des gens, mes amis. Et donc, même si ça me fait chier, j'étais me faire vacciner et je veux continuer à profiter de ma liberté. Et le troisième message qu'avait fait l'influenceur Emmanuel Macron était juste formidable. Il a dit s'il n'y a pas de passe vaccinal, passe sanitaire, ben, il y a un reconfinement. Et là, quand tu as goûté un tout petit peu à la liberté, tu n'as pas envie de retourner en prison. On peut dire ce qu'on veut, on peut l'aimer, on peut le détester, mais il fait des coups de maître aux échecs qui sont juste extraordinaires. Et donc, il a créé 2 blocs. Qu'on le veuille ou non, il a créé 2 blocs. Le bloc de ceux qui ne veulent plus de la liberté et qui veulent empoisonner les autres parce qu'ils refusent de se faire vacciner. Et là, carrément, il te dit en face, bah, c'est les Mélenchon, c'est les Philippot, c'est l'extrême droite, c'est les complotistes. Et cette grande partie, y compris de la gauche, qui est ultra silencieuse, parce que moi, quand tu écoutes le discours de Valérie Pécresse et d'autres, je ne vois aucune différence entre Emmanuel Macron et la droite. D'ailleurs, c'est la droite extrême, je l'ai dit à plus d'une reprise, et je persiste, je maintiens et je signe, que la République en marche, c'est la droite extrême. Parce que là où Sarkozy n'a pas été, Emmanuel Macron, il va tout chose. Donc forcément, il est plus extrême que la droite, donc c'est la droite extrême. Il arrivait à fracasser des familles, des couples. Moi, en vacances, à côté de moi, j'ai un couple qui s'est disputé, mais d'une force phénoménale, entre je veux me faire vacciner et non, je ne veux pas me faire vacciner. Et sur ce coup-là, c'est un coup de génie. Alors, j'ai entendu des gens, évidemment, qui ont été très loin dans l'analyse. Il a dit, mais de toute façon, c'est pas compliqué. S'il y a des troubles à l'ordre public, s'il y a des heurts, parce qu'on nous a montré en boucle une tente qui a été démontée. Alors moi, je condamne toute action de violence, quelle qu'elle soit, et je peux entendre que les personnes qui travaillaient, cette pharmacienne, elle dort plus de la nuit. Qu'elle ait eu peur, c'est un fait, qu'elle en dort plus de la nuit pour une tente démontée. Bon, il faudrait qu'elle vienne faire un tour dans les quartiers les plus difficiles de France et même dans les villages les plus difficiles. Elle ne dormira plus du tout de toute sa vie. Hein. Donc, faut aussi relativiser. Mais s'il y a des troubles à l'ordre public manifestes qui sont créés, y compris par des gens qui sont censés protéger, hein, parce que hier, il y a eu des coups de gaz, bon, ça a été léger. Hein. Hier, c'était vraiment très mignon, très propre, très structuré. Mais on a vu à plus d'une reprise des forces de l'ordre perdre patience, et lorsque la brave arrive, la tension monte immédiatement. Alors que tout se passe bien, la brave arrive, ça part en cacahuète. On est en état d'urgence sanitaire, on est toujours en plan Vigipirate. Je ne vois rien aujourd'hui dans la loi sécurité globale qui empêcherait un président de la République de mettre un couvre-feu, de mettre l'état martial. Enfin, sincèrement, mais vous savez c'est super peur. Vous savez que, pardonnez-moi sur ce point, mais vous avez touché du doigt 2 problèmes, si vous voulez bien. Je voudrais juste réagir à ça, parce que le propos est particulièrement pertinent sur 2 points. Il y a des fois où je me dis, mais Sarkozy doit être dégoûté quand même. Parce que je pense que c'était Macron, mais Emmanuel Macron, c'est l'accomplissement, quelque part. J'exagère par l'accomplissement, mais je veux dire, je pense qu'il est allé au-delà de ce que Nicolas Sarkozy aurait pu espérer en termes de fracture sociale, en fait. Bien. Je pense que dans son esprit, jamais il aurait pu penser qu'on pouvait aller aussi loin. L'avantage, effectivement, d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ose, en fait. C'est qu'il n'a aucun scrupule, en réalité. C'est le premier point. Et le deuxième point, vous avez évoqué quelque chose sur lequel je voudrais rebondir, que vous avez parlé des fractures familiales. Mais est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui qu'on a réussi à fracturer les foyers en disant que le consentement d'un seul parent suffit pour vacciner un gamin? Moi, je vais vous dire, moi je ne suis pas de droit de la famille, mais j'ai des confrères qui font les droits de la famille. La première chose qu'ils disent, ils disent ok, ça y est, on a trouvé un nouveau motif pour se prendre le chou dans les divorces, un nouveau moyen pour faire pression sur le gamin, quoi. Ouais. Alors maître, bougez pas, on y revient dans un instant, juste après la pause. On écoutera la 3e question de Nadia et puis des autres aussi au 01 40 33 9000. Merci encore maître Division de nous accorder ces quelques minutes. C'est pas la dernière, j'en suis sûr. En tout cas, c'est très intéressant et voilà de vous écouter vos analyses. Après, évidemment, on peut les soumettre aussi à débat. Il y a des gens qui sont pas d'accord. Et ici, se fait le débat sans langue de bois. Voilà, comme vous les aimez finalement, maître. À tout de suite sur France Maghreb 2, juste après la pause.
On est en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Maître Fabrice Divisio qui est avec nous, avec Philippe Bouriaki. Et puis il y a Nadia qui attend patiemment pour poser sa troisième question, Nadia. Aussi, c'est passionnant. Oui, je sais que c'est passionnant, Nadia. Alors allez-y pour votre troisième question. Alors, Christophe, moi ma question, Maître Divisio, heureux, quel bonheur. J'aurais aimé savoir, vous savez, cette histoire-là qu'on suspend les salaires pendant 2 mois. Donc, le salarié qui ne veut pas se vacciner, combien de temps a-t-il? Est-ce qu'il peut d'abord, se retourner concrètement contre son patron? Et combien de temps a-t-il pour le faire? Et ma deuxième question, maître, eh bien moi je suis très pessimiste parce que Macron, pour moi, oui, c'est un tyran. Le provisoire n'existe pas en Macronie. Enfin, c'est mon opinion, hein, mais bon, je pense qu'il le démontre régulièrement. Que va-t-il se passer? Je pense que ça va intéresser Philippe qui pourra peut-être nous faire un sujet un de ces jours. Que va-t-il se passer s'il y a encore le pass sanitaire pour les prochaines élections? Ah oui, bonne question, Nadia, là. Bonne question. Merci, Nadia, pour vos questions. Alors, réponse, maître. Sur cette dernière question, je vais vous dire, c'est relativement simple. On va tout droit vers une élection par correspondance. On va tout droit, effectivement, vers une... C'est le risque, hein. On va tout droit vers une situation dont rêve Emmanuel Macron, qui est effectivement les non-vaccinés, enfin pas les non-vaccinés, mais je ne pense pas qu'il ira jusque-là, mais en tout cas, ou un pass sanitaire pour aller voter. Et si vous ne voulez pas de pass sanitaire, c'est pas grave, vous votez par correspondance, vous avez le choix, quoi. Vous voyez? Et alors, pour répondre à la question de la suspension du contrat de travail, en effet, effectivement, alors ça dépend parce que vous avez l'employeur, dans le cas de l'obligation vaccinale, donc vous avez 2 mois, de manière générale, en fait, même si vous refusez de présenter le pass, vous avez 2 mois de suspension de votre contrat de travail, mais en théorie, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'en théorie, il n'y a plus de licenciement automatique et le Conseil constitutionnel avait justement dit ce fameux truc des CDD, on pouvait rompre le CDD, eh bien, c'est pas possible, il faut le faire pour tout le monde ou pour personne. C'est le principe d'égalité. Bon. La véritable problématique qui va se poser, c'est est-ce que tout ça est légal? C'est-à-dire que est-ce que tout ça est bien conforme aux engagements internationaux de la France, en particulier au bureau de l'Organisation internationale du travail? C'est-à-dire que est-ce que j'ai le droit de suspendre un contrat de travail pour un salarié qui, effectivement, ne se soumet pas à une obligation qui n'était pas inscrite dans son contrat au moment où il l'a signé? C'est une question importante quand même. Moi, vous me reprochez finalement de ne pas, si vous suspendez mon contrat de travail, c'est qu'a priori, j'ai commis une faute. C'est que je n'exécute pas ma prestation. Mais pourquoi je serais pénalisé pour n'avoir pas accompli quelque chose qui ne figurait pas à mon contrat de travail au moment où j'ai été embauché? À la limite, si vous voulez me licencier, licenciez-moi. Engagez une procédure de licenciement et à ce moment-là, couvrez-moi de mes indemnités, etc. Et d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas l'obligation de reclassement? C'est-à-dire que concrètement, est-ce que l'employeur n'a pas l'obligation de dire bon, écoutez, vous voulez pas vous soumettre à telle obligation, je vais essayer de faire en sorte, j'ai l'obligation de faire en sorte qu'il y ait un reclassement ou que sais-je. Toutes ces questions, elles ne sont pas tranchées aujourd'hui. Ces questions, c'est le Conseil des prud'hommes qui va les trancher. C'est le juge qui va les trancher, en fait, progressivement. Parce qu'il va y avoir un nid à contentieux, je vais vous dire, mon seul regret, c'est que je ne suis pas de droit du travail, parce que moi, je fais que du droit de la santé, enfin la santé publique en particulier, mais je le regrette presque. Enfin, que je recrute effectivement des gens dans le travail, parce que c'est un truc à devenir milliardaire, cette connerie, quoi. Parce que c'est tellement complexe, tellement mal foutu, tellement nul, et même les employeurs, c'est un énorme problème pour eux. Parce que, du coup, ils disent, mais au nom de quoi j'imposerais à mes salariés quelque chose qui finalement ne me concerne pas, quoi. Ouais, il va y avoir beaucoup de procédures auprès des prud'hommes. C'est ça le problème de fond. Et le problème de fond, c'est que la responsabilité de l'employeur, disait Nadia, c'est une bonne question, cette responsabilité de l'employeur. Parce que le juge, lui, s'il considère que la loi est, admettons, inconventionnelle et qu'elle est mal foutue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va condamner l'employeur pour licenciement abusif. Donc l'employeur va être pénalisé pour avoir appliqué une loi qui est mal rédigée, charge à lui ensuite de se tourner contre l'État en raison de la mauvaise rédaction de la loi. Vous imaginez les machines de guerre, là? Alors, maître, il y a quand même quelque chose qu'il faut
remettre dans le contexte, on a affaire effectivement à une situation inédite. Cette arrivée de ce Covid-19 qui a surpris tout le monde, on se souvient. La veille, en 2020, en mars 2020, le président de la République qui confine le pays. On a tout fermé pendant pratiquement 2 mois, puis on a déconfiné, puis on a reconfiné. Bref, on tergiverse depuis 1 an. Alors on nous dit, quand on se pose des questions sur la vaccination, sur la stratégie du gouvernement, mais attendez, on est dans une situation qui est inédite. Et de ce fait, l'intérêt collectif doit primer. Que répondez-vous à ces gens qui vous sortent cet argument? L'intérêt collectif doit primer. On doit s'en sortir. Je dois retrouver une liberté. Et pour le faire, aujourd'hui, je n'ai pas d'autre choix que de me faire vacciner. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec cet argument. Mais maintenant, je vais vous poser la question différemment. Démontrez-le-moi. C'est-à-dire que concrètement, j'ai 2 problèmes. L'intérêt collectif. Quel est l'intérêt collectif? D'atteindre une immunité collective. Oui. C'est-à-dire que la vaccination va nous permettre d'atteindre une immunité collective, laquelle va nous permettre de vivre avec le virus. Très bien. Enfin, ou sans le virus, exactement. Très bien. Oui, très bien. Ok, super, c'est une bonne idée. Mais je ne comprends pas. Il y a 2 problèmes que je ne comprends pas. Donc, c'est-à-dire que si je comprends bien, je vais me faire toute une catégorie de la population va se faire vacciner alors que, comment dire, elle n'a aucun intérêt à ça. C'est-à-dire qu'elle ne tire aucun bénéfice. Les ados ne tirent aucun bénéfice à la vaccination. Les enfants, parce qu'il y a des essais cliniques sur les nourrissons actuellement, les enfants ne tirent aucun bénéfice à la vaccination. Le bénéfice, il est collectif, il est incontestable que ces gens ne font pas de forme grave statistiquement. Et que donc, effectivement, il va s'agir de protéger les autres. Très bien. Mais j'ai 2 problèmes avec ça. Est-ce que le vaccin protège les autres? C'est-à-dire que, est-ce que si je suis vacciné, je ne transmets plus le virus? Ah, bah ça, on nous a vanté Israël comme modèle. Moi, j'avais dit à l'époque, mes amis, à la suite du professeur Raoult d'ailleurs, on partageait largement ce point de vue ensemble, quand on en parlait, en disant, mais enfin, vous savez pas ce que c'est qu'une épidémie, vous parlez dans le vide, là. Israël, ça fait 2 mois qu'ils sont vaccinés, et effectivement, attendons de voir ce que ça donne concrètement, et voyons, on a un peu de recul, attendons de voir. Ah bah merde, Israël, finalement, on s'aperçoit que le vaccin n'empêche pas la contamination des autres. Bon, on s'aperçoit que manifestement la durée d'immunité vaccinale est très faible, puisqu'on parle maintenant d'une 3e dose, donc sauf à dire que cette 3e dose est inutile sur le plan médical, et l'Angleterre en parle, l'Allemagne en parle, la France en parle, donc sauf à dire que cette 3e dose est inutile, ça veut dire que vous avez une immunité qui est de 6 mois. Bon, d'autre part, les scientifiques les plus avisés commencent à vous dire, et c'est le cas par exemple du variant lambda, qui arrive, que la vaccination résiste. Le virus résiste. Le variant résiste à la vaccination. Des scientifiques vous disent que l'immunité collective ne sera jamais atteinte. C'est exactement ce que dit le canton de Berne, par exemple, en Suisse, le conseil scientifique du canton de Berne. C'est ce que vous disent effectivement les Anglais par ailleurs. C'est ce que commencent à vous dire les Australiens, entre les Néo-Zélandais. Vous avez aujourd'hui ce concept d'immunité collective qui devient de plus en plus abstrait, tant et si bien qu'on avait dit qu'Israël avait atteint l'immunité collective, pour que 3 mois plus tard, on découvre que finalement, ce n'est pas le cas. Et donc, ça pose un problème, si vous voulez. C'est qu'au fond, cette démarche, elle n'est pas collective. Là, elle est collectiviste. Ce n'est pas la même chose. Elle est communiste. C'est ça. C'est qu'on est en train de me dire, mais sacrifie ton bien personnel au nom du bien de la communauté. Mais d'abord, ça ne marche pas. Ça veut rien dire, ça. Et parce que je vais vous dire pourquoi ça veut rien dire. Regardez la grippe. C'est un bon exemple, la grippe. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas autant d'histoires sur la grippe? Pourquoi est-ce que chaque année, eh bien, on ne vient pas finalement faire un pass sanitaire pour la grippe? On vous répondra parce qu'il n'y a pas autant de morts. Donc, là où nous touchons au cœur d'un problème. Alors, il n'y a pas autant de morts. Alors, allons jusqu'au bout du raisonnement. Eh bien, c'est pas vrai. Pour les enfants, c'est pas vrai. Il y a plus de morts de la grippe chez les enfants, chez la tranche en gros 0-12 ans, que du Covid, figurez-vous. Chaque année, la grippe fait en moyenne une 30aine de morts d'enfants, et tant et si bien que la Société américaine de pédiatrie a recommandé, sinon imposé dans certains États, une vaccination contre la grippe quasiment systématique chez les enfants, parce qu'on considérait que c'était un vaccin sûr avec du recul, et qui protégeait effectivement les quelques enfants, les 30aines d'enfants morts de la grippe, et qui par ailleurs permettait de protéger les personnes fragiles, puisqu'on tuait la contamination à raison de 50-60%.
Ma question, c'est pourquoi est-ce que ce raisonnement, du coup, on ne l'applique pas à la grippe? Tandis que l'argument du nombre de morts, moi, je le reçois. Mais alors, c'est à partir de combien? Et j'ai un bon exemple à ce sujet. C'est Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, au moment des attentats de Koulibaly, donc l'attentat justement Charlie Hebdo, eh bien, effectivement, elle avait dit j'exige un Patriot Act à la française. Les mots ont un sens quand même. Le Patriot Act aux États-Unis, c'est la fin des libertés individuelles, c'est l'exacerbation du pouvoir de police, c'est la possibilité de mettre des musulmans en prison juste parce qu'ils sont musulmans. Je ne déconne pas avec ça. C'est-à-dire qu'on a aussi des statistiques ensuite qui vous disent aujourd'hui qu'il y a des types qui étaient soupçonnés de terrorisme juste parce qu'ils étaient musulmans. Ils ont effectivement été blanchis de tout soupçon, mais le département d'immigration leur a quand même retiré leur visa. C'est ça le Patriot Act. Et que finalement, on va s'apercevoir que dans les geôles américaines, des gens réellement en lien avec un terroriste, il y en avait un très faible pourcentage. Bon. Donc 17 morts, ça c'est le nombre de morts qu'a fait Koulibaly, 17 morts suffisent à remettre en cause les libertés fondamentales et l'équilibre effectivement institutionnel. Ma question, c'est qui fixe le bon nombre de morts? Car pensons-y un instant, juste pour terminer sur ce point. Moi, je suis d'accord en disant le Covid-19 a fait 100 000 morts. Bon, alors déjà, ça pose un premier problème sur comment on compte les morts. Car en effet, actuellement, il y a des gens qui meurent quoique vaccinés, et on nous dit, mais vous comprenez, ce sont des personnes âgées avec des comorbidités. Sauf que quand je regarde Santé publique France, je m'aperçois que dans 85% des cas, sinon 90%, les personnes qui meurent du Covid sont des personnes âgées avec comorbidité. Donc je ne comprends pas. Dans un cas, on meurt du Covid, dans l'autre, on meurt de sa belle mort et pas du vaccin. Bon, soit. Donc déjà, la comptabilisation est un problème. Mais ensuite, allons plus loin. Eh bien, on dit que ça fait 100 000 morts. Très bien. Les attentats du World Trade Center ont fait combien de morts? 5 000. Mettons 10, parce que je considère les victimes collatérales. Bien. Combien de morts font les armes à feu chaque année aux États-Unis? Eh bien, environ 150 à 200 000. Combien font de morts la toxicomanie légale orchestrée par McKinsey? Parce qu'on oublie quand même un détail dans cette campagne de vaccination. On me demande de faire confiance à des escrocs. Faut quand même se souvenir de qui on parle. McKinsey, ce sont des gens qui ont été obligés de signer une transaction pour avoir été à l'origine du plus grand scandale de santé publique aux États-Unis, avoir poussé des gens à prendre des opioïdes en grande quantité, ce qui les a rendus dépendants à la drogue et qui les a effectivement tués pour un certain nombre d'entre eux. Il y avait dans l'histoire un autre qui était le laboratoire Johnson & Johnson, et donc tous ces gens-là se sont retrouvés condamnés. Bon, pourquoi est-ce que finalement j'ai mis le monde à feu et à sang avec le World Trade Center pour 5000 morts et que je ne fais pas la même chose pour les armes ou pour les opioïdes? Parce que c'est des choix politiques. Donc on arrête de me dire que le Covid est un problème de santé publique. Ce n'est pas un problème de santé publique, c'est un problème politique et un problème d'influence. Et je m'étonne de retrouver à la tête de l'Europe, quand même pour gérer la campagne de vaccination, McKinsey qui utilise exactement le même langage, exactement le même champ lexical, exactement les mêmes méthodes qu'il n'a utilisées pour les opioïdes. Et ensuite, on dira la main sur le cœur dans quelques années, mon Dieu, McKinsey, on les montrera du doigt en disant c'est de leur faute, ils signeront une transaction et ils feront ce qu'ils sont en train de faire aux États-Unis actuellement. Ils passeront en Afrique. Après avoir décimé les Américains, ils préfèrent décimer l'Afrique. Si vous voulez, tout ça est une supercherie intellectuelle, une supercherie, c'est de la sophistique grandeur nature. Ça n'est rien d'autre, effectivement, que si vous voulez, tout ça, c'est parfaitement clair. C'est du machiavélisme pur et dur, rien d'autre. C'est du cynisme. Et aujourd'hui, on l'enrobe de considérations de santé publique, mais ça ne résiste pas à l'analyse. On le voit bien que ça ne résiste pas à l'analyse. N'importe quelle âme un tout petit peu sensée ça ne résiste pas à l'analyse, mais nous sommes dans du marketing et de la communication. Est-ce que vous savez, par exemple, je termine tout à fait là-dessus, mais que l'industrie pharmaceutique en Europe, je vous donne un élément tout à fait substantiel, elle est à 500 mètres, le lobbying pharmaceutique est à 500 mètres de la Commission européenne, et que toute la journée, vous avez des commerciaux, vous avez des mecs du marketing qui vont dans les bureaux des membres de la Commission européenne ou du Parlement européen pour dans les communications publiques, les inviter à un nouveau langage qu'on a même inventé, on a donné un nom à ce langage qui s'appelle le farmish. Le farmish, c'est parler le langage de l'industrie pharmaceutique. Et donc, il faut parler le farmish, l'innovation, la santé, le progrès, le nombre de morts évitées. Tout ça, c'est des éléments de communication. Il n'y a que les imbéciles qui ne le voient pas. C'est tout. Mais parce que, comme les États sont stupides
et ou corrompu, et ben ça donne ça. C'est tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat, si vous voulez. Quand le directeur, l'ancien directeur de l'Agence européenne du médicament, s'en est allé, après deux mandats, à qui a-t-il donné son interview de fin de mandat? À la revue de l'industrie pharmaceutique, dans laquelle il disait, écoutez bien ce que je vais vous dire, il disait effectivement qu'on a quand même de la chance en Europe, parce que l'industrie pharmaceutique américaine nous envie nos agences de contrôle européennes, dans la mesure où nos agences de contrôle européennes sont beaucoup plus libres et n'ont aucun contrôle, c'est dit en ces termes, et j'ai une interview, n'ont aucun contrôle du politique national ou du politique européen sur leur action, contrairement à la FDA qui est surveillée. Quand on sait comment elle est surveillée, il y a de quoi s'inquiéter. Et ce type-là, il est devenu quoi après? Il est devenu responsable produit au sein des entreprises, du syndicat des entreprises de l'industrie pharmaceutique. Si vous voulez, qu'on arrête de raconter des conneries, quoi. Alors Philippe, je sais que tu dois t'en aller. Philippe, merci beaucoup en tout cas Philippe. Je pense que Maître Divisio, on va le réinviter pour le mettre face à dans l'équipe de chroniqueurs du LGF. Cher Maître, on a des pro-vaccins mais de ouf. Hein. Je pense à Karim Allois, je pense à Pierre-Henri. Ouais. Il faut absolument que vous reveniez ici en plateau, débattre les yeux dans les yeux. Ça va être un grand moment de radio mon Philippe, à filmer d'ailleurs. Il va y avoir du sport. Moi je rajouterais juste un dernier terme, lorsqu'on parle d'immunité collective, même si tu vaccines 100% de la population française, tu n'auras pas l'immunité collective. Et je m'explique très simplement, parce qu'il faut revenir à la genèse de ce Covid et de ce SRAS. Il vient bien d'un animal. Donc tous les animaux ici en France sont des vecteurs et sont des foyers d'accueil pour ce virus. Donc soit on vaccine tout ce qui respire, dans ce pays. Et ben c'est ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont commencé à vacciner les animaux. Donc voilà, le mot immunité collective, faut juste rajouter immunité collective humaine. Et là, c'est un discours que je peux entendre. J'en ai marre qu'on m'infantilise, j'en ai marre qu'on me mente, et donc ça crée une défiance, et c'est très compliqué aujourd'hui. Moi, tu le sais, on ne peut pas m'accuser d'être un anti-vax, puisque j'ai mon pass sanitaire, puisque j'ai mes 2 vaccinations. Je ne l'ai pas fait forcément de gaieté de cœur, mais j'ai été convaincu, moi, par mon médecin, pas par les politiques. Si je devais faire confiance à Véran ou à Buzyn ou à Macron ou à Castex, je ne me serais pas fait vacciner. Moi, vous voyez, ça c'est la clé, là, ce qui vient d'être dit. Ça c'est la clé. Je veux dire, c'est exactement ça. J'ai été convaincu par mon médecin. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la vaccination, elle reste un acte médical discuté dans le cadre d'une relation patient-médecin. Complètement. Et j'étais convaincu parce que mon médecin s'est vacciné juste devant moi. Ah non, mais si vous voulez, parce que peut-être que votre médecin aurait dit autre chose à d'autres personnes. Ah, mais c'est clair. C'est parce qu'il y a une individualité. On n'est plus des variables d'ajustement. On est des patients avec une identité propre. Moi, j'ai un exemple personnel. Pour ma part, la question de la vaccination s'est posée. Elle ne se pose plus maintenant parce qu'il y a d'autres questions que je vais faire aux injonctions de l'État. Mais mon médecin m'a dit, écoute, tu as des antécédents médicaux sur lesquels j'aimerais bien quand même réfléchir un peu, avoir un avis, quoi, un autre avis. Ça, c'est parfaitement entendable quand même. Mais le médecin de famille, puisque je devais vacciner mon fils hier, puisque je l'avais dit, hein, moi, il y a 4 mois exactement, j'avais donné des dates quand même assez précises, celle du 14 juillet, et donc l'allocution a eu le 12 juillet, et les dates sur début septembre et fin septembre, et ça, c'est des infos que j'avais via les copains. Le médecin de famille de mon fils nous préconise pour les enfants, pour mon fils, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, d'attendre la rentrée parce que visiblement Sanofi va sortir quelque chose d'assez fiable et d'assez sécure. Et quand d'ailleurs le médecin me dit ça, ça me rassure. Et vous avez raison de souligner ce point, parce que par exemple, vous voulez régler le problème de la vaccination des Français, balancez-moi le Sinopharm en France. Vous allez voir que vous n'avez plus de problème de vaccination. Les Français, si vous voulez, ne sont pas non plus complètement cons. Et l'ARN messager, à tort ou à raison, moi je ne suis pas là pour dire, mais on a le droit d'avoir peur, on a le droit de se méfier, et on a raison de se méfier au regard effectivement de tout ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Mais regardez le Sinopharm. Moi j'ai un problème. Alors je raconte une anecdote. Je vais devoir vous quitter. Désolé. Pardon. En tout cas, merci. Vas-y Philippe. À bientôt Philippe. Et à très vite. Merci Philippe. À demain en direct de la manifestation. Elle va se dérouler où d'ailleurs? Alors je ne me rappelle plus. En tout cas, elle se termine
De mémoire, attendez. J'ai plein de choses en tête. Demain, soyez connectés sur la page de France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, immédiat et Tech News. Voilà. Très bien. Et le rendez-vous est pris, mon Philippe. Merci beaucoup. Maître, allez-y pour votre exemple. Allez-y pour votre exemple qui était intéressant. J'ai des médecins, des gens qui sont vaccinés côté qui étaient expats. Ils travaillaient pour le compte de l'ambassade de France en Russie notamment, ou effectivement en Chine pour certains dans des grosses industries françaises. Ils ont été vaccinés. Ils rentrent en France, on leur dit non, vous n'êtes pas vacciné. Ben, si, je suis vacciné. Regardez, j'ai mes anticorps au plafond. Médicalement, je suis vacciné. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La réponse qui leur a été faite, médicalement peut-être, mais administrativement non. Donc vous n'êtes pas éligible au pass sanitaire. Et pire que ça, ils reprennent donc des fonctions au sein de l'hôpital pour certains, en libéral pour d'autres. On leur dit, ah non, mais moi, si vous n'avez pas, pour moi, vous n'êtes pas vacciné. Si vous ne vous vaccinez pas d'ici le 15 septembre, eh ben, vous serez suspendu. Mais je suis vacciné. Regardez, je comprends pas. J'ai effectivement, mais je comprends pas. Mais je comprends pas. J'ai effectivement mes anticorps au plafond, comme tous les mecs qui ont été vaccinés Pfizer. Ah, mais moi, je m'en fous. Non, mais médicalement, ah non, mais moi, je m'en fous. Soit vous faites vacciner Pfizer, une dose, hein, je sens une dose, Pfizer ou Moderna, ou dehors. Ouais, et après, c'est hallucinant. Maître, vous disiez quelque chose tout à l'heure, en tout début d'interview, qui m'a interpellé. Vous disiez, soit on suit, ou soit on se barre, finalement. Est-ce que vous envisagez de quitter la France, Maître ? Moi, vous savez, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Italie, je suis en Italie actuellement. Le pass sanitaire italien, il a ce privilège. Le Green Pass italien, c'est que finalement, en Italie, vous avez une règle et 1000 exceptions. Comme c'est un imbroglio administratif terrible, les Italiens ici à Rome, les restaurants italiens... Regardez, aujourd'hui, le pass sanitaire est encore en vigueur. Hein. Et attention, parce que le gouvernement, il avait dit zéro tolérance. Hein. Zéro tolérance. Hein. Et surtout, dans la Rome à capitale, à Rome, il avait dit zéro tolérance. Bon, bah, concrètement, on est allé déjeuner dans un restaurant aujourd'hui à Rome, à l'intérieur, parce que les terrasses sont ouvertes. On est allé déjeuner dans un restaurant aujourd'hui qui, concrètement, quand on lui a dit, mais le pass sanitaire, on s'amusait, hein, le pass sanitaire, si vous avez regardé, il dit, quoi ? Quel pass sanitaire ? Ah bon ? Au cinéma, après, mes enfants sont au cinéma, si les enfants sont bilingues, ils sont allés au cinéma. Au cinéma, aucun pass sanitaire. Parce qu'on est en Italie, parce que l'application est très différente. Voilà. En France, on a cette volonté de toujours, effectivement, être chef de guerre. On envoie les militaires, on envoie les gendarmes avec la mitrailleuse. C'est une autre ambiance, si vous voulez. Alors, effectivement, là, il commence à un peu délirer, Draghi, parce que comme il est aux mains des mêmes lobbies que Macron, ça ne facilite pas les choses. Mais il ferait bien de faire gaffe, parce qu'en Italie, vous avez une instabilité du pouvoir politique majeure. Et que là, il est à la frontière, si vous voulez, Draghi, de sauter, parce qu'en fait, c'est la Troisième République française, l'instabilité politique, elle a ses défauts, mais elle a effectivement ses avantages. Mais ceci dit, si vous voulez, pour répondre à votre question, ce qui est assez simple, ce qui est assez clair, c'est qu'au fond, il va y avoir une création aujourd'hui de deux sociétés. Et je vous donne mon exemple. Moi, mes enfants sont très attachés à certaines formes de culture, aucun problème. Je veux dire, en France, moi, demain matin, je prends un appartement, ce que je suis en train de faire, 150 mètres carrés, je vais le privatiser et je vais créer dedans une salle de cinéma, je vais créer une partie qui sera une partie pour accueillir des artistes. Je ne suis pas soumis au pass sanitaire, mais parce que je peux le faire. C'est parce que je peux le faire. Ce qui m'amuse, effectivement, c'est que, au fond, c'est encore une lutte des classes, ce truc. C'est encore les mêmes qui vont se retrouver à devoir payer, finalement, les délires collectifs de certains. C'est comme effectivement le confinement. Le confinement, mais une partie des Français a adoré le confinement. Le télétravail à l'île de Ré, toute cette France bobo qui aujourd'hui finalement est favorable au pass sanitaire, c'est la même en fait, pour être honnête. Hein. C'est la même. Mais pendant ce temps-là, dans les quartiers, pendant ce temps-là, effectivement, les femmes de ménage, pendant ce temps-là, les éboueurs, pendant ce temps-là, les aides-soignants, les infirmiers, pendant ce temps-là, les ASH à l'hôpital et tout ce que vous voulez, les caissiers, bah, eux, ils n'étaient pas en télétravail à l'île de Ré. À cette époque-là, on ne se contaminait pas. C'est clair. Alors, merci beaucoup, Maître Fabrice Divisio, pour ce moment, en tout cas passé avec vous. Si vous le voulez bien, et avec votre accord, la prochaine fois, on viendra en studio et débattre ici avec quelques chroniqueurs, et j'en ai quelques-uns à vous présenter, que vous connaissez d'ailleurs, que vous avez croisé sur d'autres plateaux. Ça pourrait être très sympa. Merci beaucoup, Maître, et profitez bien de la fin de vos vacances. Merci de nous avoir accordé ce petit moment de radio. À très bientôt.
2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous pour ces quelques dernières minutes et un petit Libertad évidemment s'impose où que vous soyez, qui que vous soyez, bien c'est le moment de nous appeler si vous le voulez pour nous donner un petit peu votre sentiment sur cette interview que nous a accordé maître Fabrice Divisio sur France Maghreb 2. Vous pouvez donc nous dire ce que vous en avez pensé, bien entendu, et nous parler aussi d'autres choses si vous le souhaitez, puisque c'est Libertad et c'est vous qui avez la possibilité de nous appeler et de nous dire ce que vous voulez. Nous parler par exemple de cette bombe footballistique qui est tombée hier, en effet, après 20 ans, eh bien, Léo Messi a quitté le FC Barcelone. Le président du FC Barcelone qui a fait une conférence de presse ce matin en regrettant évidemment, puisque jusqu'à hier matin, rappelons que Léo Messi devait signer une prolongation. Et puis ça ne s'est pas fait pour des raisons financières, tout simplement économiques, puisque le Barça est dans une situation un peu délicate. Alors évidemment, depuis hier, ça s'agite beaucoup sur la sphère footballistique avec Léo Messi. Où ira-t-il ? Eh bien déjà, on sait qu'il n'ira pas à Manchester City, puisque le président de FC Barcelone l'a dit. Et eh bien, il semblerait qu'il se dirige vers Paris. Pourquoi ? Parce que il y a des discussions entre le club et le joueur et son entourage pour qu'il vienne à Paris. D'ailleurs, il faut savoir que Léo Messi est en vacances en ce moment avec que des joueurs du PSG, Neymar, Di Maria et Verratti, et que même Neymar a proposé, rendez-vous compte, de lui offrir son numéro 10, ce que l'Argentin a refusé pour l'instant. Donc voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Ça devrait s'agiter dans les quelques heures à venir, voire peut-être dans les prochaines 24 heures. Léo Messi à Paris, on peut presque dire que voilà, c'est sauf vraiment problème de parcours dans les toutes dernières lignes, évidemment d'un montage financier qui quand même s'avère un peu compliqué, puisque Léo Messi c'est quand même un gros salaire, et il va falloir régler le cas Mbappé pour le Paris Saint-Germain, qui lui veut partir, sauf que le PSG dit oui, mais il faut qu'il nous signe une prolongation pour pas qu'on perde trop d'argent sur Mbappé. Donc voilà un petit peu dans quel état se trouve le Paris Saint-Germain. Mais si en tout cas ils arrivent à faire faire venir Léo Messi à Paris, si avec ça, messieurs dames, on ne gagne pas la Ligue des Champions, je ne sais pas ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, on aura quand même les meilleurs joueurs pratiquement à tous les postes. On vient de recruter quand même le gardien d'Italie qui a fait sensation durant l'Euro. Il a fait vraiment, c'était un gardien magique, quoi. Il a arrêté plusieurs pénaltys. Il est voilà très grand, très performant. Sergio Ramos, évidemment, qui vient du Real. Neymar et Messi, ça va donner quand même quelque chose d'assez flamboyant, assez alléchant pour les supporters que nous sommes. Voilà, on va suivre ça de très près, les amis. Et on en reparlera évidemment plus en détail avec Razik Metich en début de semaine. Et je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations et d'éléments à ce sujet. Voilà un petit peu ce qui nous fait tenir en haleine les supporters. Et je pense que grâce à Léo Messi aussi, les stades de Ligue 1, passe sanitaire oblige, vont être pleins pour le coup, parce que pour voir Léo Messi, forcément, même si on n'est pas supporter du PSG, c'est quand même, quand on est amateur de foot, voilà, c'est un rêve de pouvoir aller assister à un match où il y a Léo Messi qui joue. Voilà, donc 0 à 40 33 9000 si vous voulez nous parler un peu de vos vacances, comment ça se passe. Est-ce que finalement, depuis que le Conseil constitutionnel a fait valider ce pass sanitaire hier, est-ce que ça a fait changer un peu d'iota votre position, ou voilà, dites-nous si vous le voulez. 01 40 33 9000. Sinon, on est encore là évidemment la semaine prochaine avec l'ensemble des chroniqueurs qui vont se succéder, et quelques-uns d'entre eux qui sont encore là à Paris, d'autres qui sont en vacances et qui nous font l'amitié de venir et passer par la radio et par le grand forum. Je vous souhaite, voilà, on va y aller parce que c'est l'heure, hein, forcément. On a passé une très bonne émission, ce fut très enrichissant, avec Maître Divisio qui était notre invité et qui reviendra, c'est promis. Voilà, il est très accessible, il est très sympathique, et on aura l'occasion d'organiser des bons débats. Voilà, tiens, allez, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, Samir 95. Salut Samir, comment ça va mon Samir ? Très bien, et vous ? Très très bien. Alors vas-y, je te laisse le privilège de fermer la boutique. Ok, parfait. Je voulais juste intervenir par rapport au débat hier, parce que là je viens juste d'allumer la radio. Sur laquelle, vous savez, il y a eu le débat avec Maître Zerebi et votre invité, je ne sais plus comment il s'appelle. Non, c'était Maître Maghrebi et Karim Alouache. Voilà. Mais je pense que Karim Alouache, parce qu'il a pas compris que
la loi qui concerne le vaccin, bien sûr qu'elle est légitime. Bien sûr que le gouvernement a intérêt de protéger ses concitoyens. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le problème, c'est qu'on n'a pas affaire à un vaccin. C'est un prototype. Et c'est le prototype qui cause problème. Moi, demain, je suis pas vacciné, mais demain, j'ai envie de me faire vacciner. Certes. Mais j'ai pas envie de me faire vacciner avec un prototype. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le vaccin lui-même, au niveau de sa distribution, personne n'est, enfin, il n'y a aucune responsabilité de la production, enfin, de ceux qui émettent les vaccins. Donc ça, il faut le bien Alors, comprendre. il faudrait que tu réécoutes, Samir, tu réécoutes sur YouTube, dès qu'elle sera disponible, le podcast de l'émission de Maître Divisio, tu vas te régaler tout à l'heure. Oui, tout à fait, je vais le regarder. Voilà, bon, je te remercie, mon Samir, je t'embrasse, je te souhaite un bon week-end. Merci beaucoup, mon Samir. Voilà, donc Samir du 95 qui clôture cette émission et cette semaine sur France Maghreb 2. Restez bien avec nous, évidemment. Et on se retrouve évidemment avec le plus grand plaisir dès lundi avec Gamal Abida et bien d'autres tout au long de la semaine prochaine. Entre 16h et 18h, passez toutes et tous de très bonnes vacances si vous avez la chance d'y être. Et bon courage à celles et ceux qui travaillent, qui n'ont pas de vacances, il y en a aussi. Et puis bon retour sous la grisaille parisienne à ceux qui viennent de revenir de vacances. Voilà, c'est pas vraiment l'été de rêve que nous vivons ici à Paris. Bon, voilà, pour ceux qui auront la chance peut-être